Et bonjour à tous et à tous, ici du coup Monsieur Marié pour votre continuité pédagogique ou votre télétravail selon si vous êtes à la maison ou en confinement sur du coup le programme de terminale spécialité de physique-chimie. Ce cours s'adresse évidemment à tous ceux qui n'étaient pas là, à tous ceux qui sont malades ou à tous ceux qui veulent réviser, que ce soit au début de l'année avec moi ou que ce soit à la fin de l'année pour le bac ou que ce soit d'autres lycées bien sûr, bien entendu. Ok, donc du coup chapitre 18, c'est le deuxième qu'on a attaqué ensemble nous en classe. Mais dans la progression, c'est le numéro 18. Il s'intitule Interférence et diffraction. Donc du coup, c'est vraiment dans la suite de tout ce qui est onde périodique et progressive. On y va. Donc du coup, interférence, diffraction. Grand 1, du coup, superposition d'une onde progressive. Il va falloir savoir que les ondes progressives, on peut les superposer, on peut avoir plusieurs sources qui donnent des ondes progressives, et surtout, on peut avoir du coup une zone de propagation qui peut accueillir plusieurs ondes qui viennent se propager en même temps au même endroit. Donc grand A, il va falloir qu'on les modélise ces ondes, et je vais vous montrer comment on modélise du coup une onde progressive. Une onde progressive, si vous vous souvenez pas, je vous ramène au chapitre précédent, c'est une onde qui se propage du coup de proche en proche grâce à des molécules soit dans l'atmosphère pour le son, ou qui se propage d'un milieu à un autre sans avoir besoin de support, comme la lumière. Une onde progressive, on va la qualifier de périodique dès lors qu'elle se répète à intervalles de temps réguliers, dès lors qu'on observe une perturbation qui se répète à intervalles de temps réguliers. L'amplitude S de l'onde, du coup comment ça s'appelle, le sommet de la déformation, vraiment le top de votre déformation, peut être décrite par une fonction mathématique qui va se résumer à S en fonction de x et de t. Donc x, c'est la direction de propagation, c'est l'axe que vous avez choisi comme étant l'abscisse. Après, si l'onde elle se déplace verticalement, vous pouvez la nommer y, mais ça n'a aucune importance. Dans tous les cas, il vous faut une coordonnée selon un axe qui est celui de la propagation de votre onde, et t qui va représenter le temps selon lequel vous allez considérer votre manipulation. Donc, vous considérez S, l'amplitude de votre onde, comme étant une fonction, en fait, de cette coordonnée spatiale, x, et de cette coordonnée temporelle, t, et vous allez dire que cette amplitude va être fonction de t, plus ou moins x, divisé par sa célérité. Encore une fois, la célérité, souvenez-vous que c'est une vitesse qu'on applique à une onde qui ne déplace pas du coup de matière, sinon on appelle ça une vitesse. Pour un objet qui déplace de la matière et qui se déplace de manière périodique, comme autre chose, là j'ai pas l'exemple en tête, mais en tout cas une vague par exemple ne déplace pas de matière. Quand vous avez un ballon sur un lac et que vous tentez de jeter des cailloux à côté, ça crée une perturbation, mais le ballon ne bouge pas de droite à gauche. Il bouge que d'en haut vers en bas. Donc du coup, dès que vous avez un transport de matière avec un objet comme une ambulance, comme un bus, un train, etc., on parle de vitesse. Quand c'est une onde, du coup, où il n'y a pas de déplacement de matière, mais seulement d'énergie, vous avez le terme célérité qui s'applique préférentiellement. Et la célérité, du coup, c'est la vitesse d'une onde particulière. Donc si on considère le son, ce sera 340 mètres par seconde environ. Si on considère la lumière, ce sera 3,0010 puissance 8 mètres par seconde environ, encore une fois. Donc la célérité, c'est vraiment quelque chose qui est propre à l'onde, et ce ne sera pas toujours la célérité de la lumière dans le vide. Donc là, sur le chemin que j'ai mis en dessous, vous avez la direction de déformation qui correspond à l'amplitude. Donc le maximum que vous observez dans la direction de propagation et le minimum que vous observez dans la direction de propagation. La distance qu'il y a entre le minimum et le maximum, c'est ce qu'on appelle l'amplitude, qu'on va noter S. Et la direction de propagation, du coup, là, selon X, vous avez une direction de propagation qui suit le chemin de ma souris que je fais ici. Et à chaque fois que vous allez passer deux fois par le même point, donc par exemple, je prends le maximum, donc là, j'arrive sur le premier, je descends, je remonte, et dès que j'arrive au même point, hop, j'ai effectué ce qu'on appelle une période. Si je la prends dans l'espace, ça s'appelle une longueur d'onde. Si je la prends dans le temps, ça s'appelle une période temporelle, donc la période, tout simplement. Pour certaines ondes progressives, les variations de l'amplitude en fonction de la coordonnée x et du temps sont régulières, que ce soit dans le temps
ou dans l'espace. Donc on va avoir une répétition, on va avoir une périodicité, qu'elle soit à la fois dans le temps, je l'ai dit tout à l'heure, la période, on va l'écrire après, et dans l'espace, donc du coup la longueur d'onde. Pour les décrire, on va utiliser ce qu'on appelle le modèle des ondes progressives sinusoïdales, et ça peut être mathématiquement exploité par la formule que je vous ai mis en dessous, du coup S x de t, qui est égal à A, l'amplitude maximale de l'onde, donc le maximum pardon, moins le minimum, fois cos, et tout ça entre parenthèses, 2pi sur t, période temporelle, fois t moins x sur c, plus phi, et phi en fait c'est la phase à l'origine, c'est en gros à combien on est à l'origine, donc la phase à l'origine. Si on commence ici, par exemple, elle est de 0. Si on commençait ici, ben, si on avait l'axe des ordonnées en fait qui coupait ici, et ben elle serait de -2. Et elle serait de 2, pardon. Et si elle continue, elle serait de 3, etc., etc. Et on peut même avoir un déphasage négatif, hein, une phase à l'origine négative, par exemple, où on sera à -2, -3, etc. Donc c'est vraiment là où l'onde va commencer par rapport à notre origine. Voilà, donc phi qui est en radian, donc il n'a pas vraiment de dimension. Hein. On continue. Donc maintenant qu'on sait modéliser une onde mécanique progressive sinusoïdale, on va parler maintenant de leur périodicité. La périodicité, du coup, elle est double, je vous l'ai expliqué. Soit vous la considérez dans le temps, et à ce moment-là, on appelle ça une période. On a notre grand T, elle est en général en secondes. Et elle représente en fait la plus petite durée qui sépare un point du milieu de propagation avec... ça représente la plus petite durée pour laquelle un point de votre milieu vibratoire va se retrouver dans le même état de vibration, ce qu'on appelle la même phase. Exemple, je reprends votre ballon que vous avez mis par erreur, par inadvertance sur la surface d'un lac. Vous allez jeter des cailloux pour essayer de le toucher, de le faire avancer, mais tant que vous ne le touchez pas, en fait, vous allez créer des vagues autour de lui, et le ballon, du coup, va osciller du haut vers le bas sans se déplacer latéralement. Et bien, quand il va subir une perturbation, on voit bien que le ballon va monter en fait en altitude, légèrement, puis va descendre, remonter, redescendre, etc. Et bien, ce qu'on appelle la période, c'est la durée minimale au bout de laquelle un ballon, si vous voulez sur la surface de ce lac, va se retrouver dans le même état même état vibratoire par rapport à la déformation qu'il subit. Donc le plus facile, c'est de considérer un maximum. Donc dès lors qu'il est au maximum de sa vibration, en admettant qu'on ne rejette pas des cailloux derrière, eh bien, on va le laisser du coup osciller vers le bas, puis remonter, et au moment de son apogée, bien là, nous avons la période qui est déterminée. Donc si par exemple le ballon oscille 10 fois, par exemple en 10 secondes, eh bien c'est facile de déterminer que la période d'oscillation, la période en fait temporelle de l'onde sinusoïdale qui représente la déformation à la surface du lac, est de 1 seconde. La périodicité spatiale, ça va être caractérisé par la longueur d'onde, lambda, qui va être du coup donnée en mètres, parce que ça représente une distance, et cette distance en fait c'est la distance minimale que séparent deux milieux qui sont dans le même état vibratoire. Exemple, si je prends plusieurs personnes à la mer par exemple et qu'il y a des vagues, eh bien deux personnes qui vont être sur une vague qui sont voisines, hein, donc du coup je prends des vagues consécutives. Si je prends deux personnes qui sont au sommet de la vague en même temps, eh bien ces deux personnes sont dans le même état vibratoire. Ça c'est normal, c'est comme si on avait deux ballons en même temps qui oscillaient exactement pareil. Eh bien, si les deux ballons sont au sommet de la vague de la déformation, ou si les deux personnes sont au sommet de la vague à la mer, eh bien on peut dire qu'ils sont dans le même état vibratoire, donc la même phase. Et la distance qui les sépare, s'ils sont éloignés, s'ils sont de la vague numéro 1 à la vague suivante, eh bien ces deux personnes sont à lambda, la longueur d'onde de la déformation du coup de votre perturbation maritime de la mer entre deux vagues. Si par exemple il y a trois vagues qui séparent vos personnes, donc du coup la personne que vous considérez est sur la vague numéro 1, tout en haut, et que la personne numéro 2 est placée sur la vague numéro 3, et qu'il y a du coup une vague entre les deux, et bien ces deux personnes sont séparées de deux lambda, de deux longueurs d'onde, tout simplement. Voilà. Donc du coup en bas je vous ai mis ce que vous pouvez représenter sur vos feuilles, hein, du coup une même onde, vous pouvez la caractériser qu'un axe par exemple de dimension longueur, donc une dimension d'une distance, et juste à côté de mettre une dimension temporelle pour l'axe que vous considérez, et du coup la même grandeur que vous mesurez en fait entre deux sommets d'une oscillation,
bah, sera à la fois lambda et t, lambda longueur d'onde, donc du coup votre périodicité spatiale, et l'autre la périodicité temporelle, la période. J'espère que j'ai bien été clair là-dessus. Ces deux relations, enfin ces deux grandeurs, pardon, sont liées par une relation intime, c'est que ben, cette différence entre les deux ne va varier que par rapport à la vitesse en fait de votre perturbation. Ça veut dire que plus vous allez avoir une perturbation qui se propage rapidement, et plus vous allez retrouver votre perturbation à un intervalle de temps court, et du coup vous allez aussi avoir ben, des oscillations qui vont couvrir un maximum de distance dans un même temps. Mais dans tous les cas, en fait, la vitesse d'un mobile qui est chargé de matière, hein, sur l'autoroute, une voiture, une ambulance, vous qui courez par exemple, ou la célérité d'une onde, bah, ça représente la même chose. Ça représente en fait une distance que l'onde parcourt en fonction d'un temps très précis. Donc du coup, si entre deux perturbations, entre deux mêmes phases, vous avez seulement lambda qui les sépare, et que ce lambda est parcouru par la perturbation en une période t, et bien normalement le rapport des deux vous donne la célérité de votre onde. Ça c'est très important, et je peux dire bah, de ce fait que lambda c'est égal à la célérité de l'onde fois t, la période que vous laissez à cette onde pour faire son trajet, qui sera parfaitement égal du coup à votre longueur d'onde. Donc vous pouvez marquer en rouge qu'ainsi, la longueur d'onde est également la distance parcourue par l'onde pendant une durée égale à la période t. On continue. Maintenant qu'on sait, les modéliser et qu'on sait maintenant aussi ce que sont ces périodicités, on peut maintenant procéder à la superposition de deux ondes. Sachant que du coup, quand on superpose deux ondes progressives, en chaque instant, la résultante des deux va constituer en fait leur somme. Si vous mettez deux ondes à la fois ensemble dans le même milieu, la finalité de ces ondes en fait va être la somme de leur déformation. On peut avoir du coup deux cas qui vont se dégager. Soit la somme va donner quelque chose de plus grand, parce que les deux ondes en fait sont quasiment dans le même état vibratoire, elles sont toutes les deux en train de monter si vous voulez, pas en même temps possiblement, mais peut-être un petit peu en même temps. Eh bien la somme de ces deux moments-là va être supérieure à chacune des deux ondes, ok ? Si on a deux ondes, par exemple une qui est en train de monter à 4 d'amplitude et l'autre qui est montée à 5 d'amplitude, l'amplitude en général se mesure en volts, mais sur un oscilloscope, sinon en mètres si vous regardez par rapport à une vraie photographie prise de profil par rapport à la surface d'un lac, d'une flaque, etc. En tous les cas, cette amplitude, dès lors que les deux sont positives ou que les deux sont négatives, hein, vous allez avoir un résultat en valeur absolue, donc en s'affranchissant du signe, qui va être plus grand que chacune des deux ondes. Si j'ai une onde du coup à 4 et l'autre à 5, bah, la somme des deux fait 9, donc du coup j'ai bien une somme qui est plus grand que 5 et plus grand que 4. Si je le prends dans le négatif, moins 4 et moins 5 par exemple, bah, j'aurai une somme à moins 9, mais encore une fois, la valeur moins 9 est en valeur absolue supérieure à la valeur de moins 5 ou de moins 4. Allez, si vous voulez plus loin dans le négatif que moins 4 et moins 5, ça la valeur absolue. C'est à combien aller de l'origine en s'affranchissant de quel sens vous avez parcouru votre axe. Dès que vous avez ce cas-là, on va dire que la superposition de vos perturbations, de vos deux ondes, est constructive. Voilà, c'est-à-dire qu'on va dans le même sens, en gros. Les deux ondes travaillent dans le même sens. Travaillent entre guillemets. Par contre, cette somme, elle peut aussi être plus petite que chacune des deux ondes que vous avez mis en collaboration. Ça veut dire que si vous prenez par exemple une onde qui est à moins 4 et l'autre qui est à 5, bah forcément la somme des deux va faire 1, et ce résultat est plus petit en valeur absolue que moins 4 et que 5. Inversement, du coup, on va dire que cette superposition est destructive parce que les ondes en fait ne vont pas synergiser dans le même sens. Comment ça se représente du coup sur un schéma ? Vous avez une source S1 qui émet une onde, l'autre S2 qui émet une onde également. On ne s'occupe pas de S0, j'expliquerai après pourquoi le S0 est ici. Dans tous les cas, ici, on s'intéresse à deux sources qui émettent chacune leur onde. Donc S1 qui émet comme ceci, hein, comme ma souris fait le trajet de ces ondes. Ces ondes, en tout cas, peuvent être continuées. Hein. Je veux dire, c'est sphérique. Enfin, c'est sphérique sur un espace en 3D, c'est circulaire sur un espace en 2D.
Dans tous les cas, ces ondes ne s'arrêtent pas ici, elles continuent. Mais pour notre étude, c'est ça qui nous intéresse. Et S2, du coup, les perturbations, pardon, ok, sont selon ma souris ici. Là, hop, je remonte. Donc là, on a une 4e ligne, 5e ligne, etc., etc., etc. Donc vous avez compris. À chaque fois que vous allez avoir le croisement, en fait, de ces deux sommets, donc chaque ligne, si vous voulez représenter un maximum ou un minimum, vous considérez comme vous voulez. Moi, je considère que c'est des maximums, donc c'est vraiment le top des ondes. Eh bien, dès que j'ai deux tops, en fait, qui vont se croiser, eh bien, je sais que j'ai une interférence constructive maximale. Je sais que si les deux tops sont ensemble, si l'onde, elle oscille entre -5 et 5, ben je sais qu'à ce croisement-là, j'aurai 5 pour une onde, 5 pour une autre onde, et donc j'aurai une synergie, j'aurai une construction d'onde, une onde constructive, une superposition d'ondes qui est constructive, qui va équivaloir à 10. Ok ? À chaque fois que vous avez un croisement, du coup, entre ces deux fronts, ben vous allez avoir un maximum qui va s'opérer, et sur l'écran que vous allez récolter, bah, vous aurez périodiquement des maximums qui vont être là. Si par contre j'interagis sur les minimums, les minimums c'est quand je vais avoir le maximum de l'un et le minimum de l'autre, ok ? Pour vraiment avoir 0. Donc j'aurai 5 et -5. Alors 5 c'est facile, vous prenez une ligne, n'importe laquelle, je vais prendre celle-là, là, parce que celle-là on la voit bien. Donc là j'ai un croisement, j'ai deux tops, donc c'est un maximum. Là j'ai deux croisements, encore une fois j'ai un maximum. Et bien pile poil entre les deux, je vais avoir un minimum. Pourquoi ? Parce que si je me mets par rapport à ces ondes-là, donc les ondes qui sont issues de S1, bien un minimum correspond pile poil à là où est ma souris. Ça correspond pile poil en fait où je suis ni à un maximum précédent ni à un maximum suivant. Je suis pile poil entre les deux. Et si on revient sur le schéma qu'on a fait tout à l'heure, l'onde elle est sinusoïdale, elle monte, elle descend, et entre deux maximums, pile poil au milieu, bah, vous avez un minimum, forcément. Donc du coup, si je me mets entre deux croisements, entre ici et là, bah là, j'ai un minimum. Qu'est-ce qu'il faut que j'ai en fait ? J'imagine du coup une ligne intermédiaire entre les deux, que je pourrais tracer en pointillé. Qu'est-ce que je pourrais avoir comme interférence destructive maximale ? Bah ça va être du coup le croisement entre cette ligne pointillée que j'ai imaginée entre deux maximums de mon onde issue de S2, là pour l'occurrence, et je vais la faire croiser avec un maximum de S1. Donc du coup, je reviens ici avec ma souris, je prends entre deux maximums, donc là j'ai un maximum pour S2. Je me mets pile poil entre les deux, donc je suis la ligne imaginaire ici en pointillé. Je vais descendre jusqu'à un moment en fait où je vais croiser quelque chose. Et au moment où je croise quelque chose, c'est où ? C'est là. Donc du coup là je suis sur un front d'onde, je suis sur un top pour S1, mais je suis entre deux maximums pour S2. Donc du coup je vais ajouter mon plus 5 pour S1 et mon moins 5 pour S2, et j'ai bien 0, le minimum de mes ondes destructives. D'ailleurs si je trace tous les minimums, ben, je vais avoir sur mon écran un minimum qui arrive pile poil entre un maximum et un autre maximum. Ça c'est totalement logique et je l'expliquerai après avec la notion d'interfrange. J'espère que du coup ça c'est bien compris. De ce fait, dès qu'on a deux ondes progressives qui vont interagir, se propager dans le même milieu et donc du coup interagir, on appelle ça une interférence. Ok ? Donc dès que vous avez une interférence, quand elle est entre deux ondes, pour là être dans le cas simple, on peut le faire aussi sur 3, sur 4, ça complexifie le problème. Et on peut le faire même entre une infinité d'ondes, ça existe aussi, on va le voir plus tard. Mais dans tous les cas, dès que vous avez une interférence, enfin dès que vous avez deux ondes qui se propagent au même endroit, vous avez un phénomène qui se dégage, c'est celui de l'interférence. Alors déjà, un petit point de notion pour les sources, quand on dit qu'elles sont cohérentes, ça veut dire que deux ondes progressives sinusoïdales, quand elles se propagent dans le même milieu, ok, se superposent de façon stable, dès lors qu'elles sont synchrones, premièrement, donc quand elles sont à la même fréquence. C'est-à-dire que si vous avez une déformation avec une apparition en fait, de X périodes par seconde, eh bien il faut que les deux ondes en fait aient le même nombre de périodes par seconde. Ce qui veut dire que du coup vous aurez la même fréquence. Parce que F est égal à 1 sur T, normalement ça vous l'avez vu en seconde et en première. Je vous renvoie du coup aux vidéos du niveau précédent. Deuxièmement, il faut que le déphasage soit le même. Ça veut dire que si jamais elles ne sont pas pile poil en même temps, c'est-à-dire que si leur maximum ne coïncide pas, en fait il faut que leur maximum, la distance qu'il y a entre les deux, soit conservée d'une période à une autre, en fait. Il faut que cet écart entre les maximums, cet écart entre deux points de même état vibratoire, soit constant au niveau du temps, et
au niveau spatial également. Voilà. Dès lors que vous avez un déphasage constant et une synchronicité de votre fréquence, vous allez avoir deux sources qui sont appelées cohérentes. Donc les deux sources qui émettent ces deux ondes qui sont synchrones et le déphasage constant. Il est alors possible, dès lors que vous avez deux sources cohérentes, d'observer la formation de zones d'amplitude maximale et minimale, des zones en fait où l'amplitude, l'amplitude résultant de l'interférence constructive, vous vous souvenez 5 et 5 qui font 10, et des zones d'amplitude minimale, moins 5 et 5, enfin 5 et moins 5 qui font 0, du coup qui vont afficher ces zones qui seront ce qu'on appelle des franges d'interférence. Donc ça s'observe sur un écran, c'est ce que j'ai marqué tout à l'heure sur mon schéma et que je vais faire apparaître juste après. Mais dans tous les cas, ces zones d'amplitude maximale, on va les appeler des interférences constructives, et donc des zones brillantes, quand c'est deux sources de lumière, on va avoir des zones qui sont brillantes, des zones qui sont éclairées, on appellera ça des franges brillantes du coup, qui correspondent à un maximum d'amplitude. Et vous aurez aussi des zones d'amplitude minimale, donc quand vous avez plus 5 et moins 5 qui font 0, du coup 0 c'est pas pris au hasard, ça veut dire qu'il n'y a pas de lumière, et vous allez avoir des franges sombres parce qu'il n'y aura pas d'éclairage à cet endroit-là, malgré que vos deux sources cohérentes de lumière vont éclairer tout l'écran, hein, on est d'accord. Hein. Mais ces zones-là ne seront pas éclairées par interférence destructive, du coup, par le fait qu'on ait plus 5 et moins 5 pour les deux ondes, enfin pour une onde et pour l'autre, et que leur somme, quand elle se propage dans le même milieu, donne 0. Donc expérimentalement, avoir deux sources qui font exactement la même lumière, à la même période, même longueur d'onde, etc., ce sera jamais parfaitement le cas. On ne peut pas faire deux lasers qui ont les mêmes caractéristiques vraiment au nanomètre près, c'est compliqué. Chaque laser est différent, comme chaque mesure de volume sur un bécher est différent, comme n'importe quoi a sa propre précision et elle peut varier d'un iota entre deux lasers, entre deux fentes, entre deux distances de mesure, entre pas mal de choses. Du coup, on a trouvé une astuce pour pouvoir avoir deux sources parfaitement cohérentes, parfaitement de même fréquence et totalement synchrones entre elles. C'est ce qu'on appelle les fentes de Young. Alors les fentes de Young, c'est quoi? C'est qu'on va prendre une source primaire un laser, une source de lumière, n'importe quoi, qu'on va appeler S0. Donc vous voyez, je reviens bien sur mon S0, je l'ai dit tout à l'heure. Et en fait, cette onde, on va laisser se propager vers un écran où il y a deux fentes qui sont exactement identiques. Et ces deux fentes vont, si vous voulez, diffracter cette lumière. Ça, normalement, la diffraction, vous l'avez vu l'an dernier, mais on va la revoir juste après, de toute façon. Qui vont diffracter du coup ces lumières et laisser propager la lumière comme si elles étaient elles-mêmes des sources. Le truc, c'est qu'elles sont des sources parce que l'onde d'avant les a fait diffracter sa lumière. Et ces deux sources vont avoir comme onde résultante, comme onde émise depuis leur point géographique, hein, deux ondes qui sont forcément issues de la même, donc qui ont la même fréquence, et qui sont synchrones. Voilà comment on fait deux sources parfaitement identiques. C'est quand on triche un petit peu, qu'on va prendre deux fentes diffractantes et qui sont elles-mêmes alimentées par la même source. C'est pour ça qu'on a vraiment deux sources bien synchrones et bien cohérentes. Voilà. Donc du coup, vu que les sources sont cohérentes, on a normalement la formation des interférences constructives et destructives que je vous ai parlé, donc l'apparition de franges lumineuses et de franges sombres. Comment elles se dégagent? Tout simplement, à chaque fois que vous avez un maximum qui arrive sur l'écran, donc la droite qui passe par tous les maximums, vous avez une interférence qui est constructive, donc une frange lumineuse, une frange sombre, une frange lumineuse, une frange sombre, etc. etc., etc. Si vous suivez le déplacement de ma souris, du coup, c'est assez évident. Donc là, j'ai refait le schéma. Vous avez bien deux sources lumineuses qui sont issues de la même, et quand vous avez l'interférence, eh bien vous avez les franges sombres et lumineuses. Et bien sûr, quand c'est pas pile poil le minimum et pile poil le maximum, entre les deux, vous allez avoir un dégradé qui va du très lumineux vers le très sombre de manière progressive.
Alors, ces franges, elles sont faites comment? Comment on peut les déterminer? Comment on peut remonter du coup au fait que, que ça vienne, enfin qu'on puisse les calculer, etc. On va poser une grandeur qui s'appelle la différence de chemin optique. La différence de chemin optique, c'est quoi en fait? Je reviens sur la diapo précédente. Quand vous regardez cette lumière en fait qui a fait un trajet jusqu'à l'écran, et bien quand on regarde le trajet qu'elle a fait, ce trajet-là, il est inférieur en termes de distance au trajet qu'a fait l'autre source pour arriver au même point. Quand ces trajets sont égaux, et bien en fait vous allez avoir la frange centrale qui correspond du coup vraiment à l'égalité de différence de trajet optique entre la source S1 et la source S2, et ici sur ce schéma-là entre B et C. Mais dès qu'on va commencer à s'éloigner du centre, plus les distances vont être élevées, et plus le chemin de l'un par rapport à l'autre, en fait, plus la distance que va faire chacune des sources va être grande. Dans tous les cas, la différence de trajet optique va toujours avoir une relation avec lambda, et cette relation est très importante, elle se prouve par trigonométrie, mais je ne le ferai pas sur cette version numérique du cours. C'est que quand vous avez affaire à des franges d'interférence brillantes, donc des franges d'interférence constructive, vous avez en fait une proportionnalité entre delta, la différence de chemin optique, et lambda, votre longueur d'onde. Donc du coup, cette différence de trajet optique ne concerne que lambda, hein, et ne concerne du coup que k. K, c'est ce qu'on appelle l'ordre d'interférence. En gros, c'est le numéro que possède votre frange par rapport à la centrale. La centrale, du coup, c'est quand k égale 0. Si vous partez d'un sens ou vers l'autre, vous allez interagir avec une autre frange de même intensité lumineuse, donc soit brillante, soit sombre, ça dépend de ce que vous avez pris. La tâche centrale est toujours brillante. Si on prend la suivante, du coup, ce sera celle de k égale 1, et si on est dans l'autre sens, ce sera celle de k égale moins 1. Et elle sera toujours, du coup, bien rangé, ce sera toujours bien régulier. Si on prend la suivante, ce sera k égale 2, k égale moins 2, k égale 3, k égale moins 3, etc. Et donc du coup, k, ça appartient à l'ensemble Z des entiers relatifs. Si du coup, tous les k, on a une nouvelle frange brillante, et bien forcément, entre ces deux franges brillantes, vous allez avoir une frange sombre. Et donc du coup, ça correspondra pas à un k entier relatif, ça correspondra, si vous voulez, à une proportionnalité entre la différence de chemin optique et votre lambda, sauf que votre k, il sera pas à 1, 2, 3, 4, il sera à 1,5, 2,5, 3,5, 4,5. Parce qu'il sera pile poil entre 1 et 2, entre 2 et 3, entre 3 et 4, etc. Et le milieu entre 3 et 4, c'est bien 3,5, le milieu entre 2 et 3, c'est 3,5, 2,5, etc., etc. Donc du coup, on va dire que delta prime, la différence de chemin optique pour une frange sombre, ça va être égal à 2k plus 1, divisé le tout par 2, fois votre lambda. Ou k plus 1,5, fois votre lambda. Et k, ça va toujours être le même. Ça veut dire que si on prend la première frange, la toute première, la centrale, frange interférence destructive, du coup c'est k égale 0, parce qu'on est juste à côté de la constructive centrale. Sauf que on n'est pas encore à 1, on est entre les deux, on est entre 0 et 1, et c'est bien 0,5. Donc du coup, k égale 0 plus 1,5 fois lambda. J'espère que c'est bien clair tout ça. De toute façon, on va le faire en exercice, et je vais refaire les exercices qu'on a fait en cours, on va les recorriger, et donc du coup, ça fera une seconde correction. Dans tous les cas, vu le dispositif qu'on a mis en place, ça s'appelle du coup les fentes Young. C'est quand vous avez deux fentes et que vous faites passer quelque chose à travers pour avoir une bonne source bien cohérente. Eh bien, on va avoir du coup une autre grandeur qu'on va poser, c'est petit i. Et petit i, ce qu'on appelle l'interfrange. L'interfrange, c'est quoi? C'est la distance minimum que vous avez entre deux franges qui sont d'exact, qui sont identiques en termes d'intensité lumineuse. Ok? Donc elles sont vraiment d'intensité lumineuse identique, que ce soit une zone dans la pénombre, dans l'ombre totale, interférence destructive minimale, ou dans l'interférence constructive maximale, du coup le milieu de la frange brillante. Et dans le cas du coup des dispositifs des fentes Young, on peut avoir que l'interfrange en mètres, donc petit i, c'est égal à votre longueur d'onde fois d, la distance entre les fentes et l'écran où vous recevez votre frange, enfin votre figure avec toutes les franges,
divisé par petit a la différence de distance qu'il y a entre les deux franges. Donc qui est souvent donné dans le livre que j'utilise sous la forme A indice 1-2. Donc c'est vraiment la différence entre A1, la source 1, et A2, la source 2. Alors, je repars du coup sur le phénomène de diffraction qui est très important aussi. On l'a mise en évidence la première fois vers 1660 par l'italien Francesco Grimaldi, qui peut être décrit comme la modification d'une propagation d'une onde progressive mécanique en fonction de ce qu'elle rencontre, donc soit un obstacle, soit une fente d'ouverture et de dimension comparable à la longueur d'onde de votre lumière, de votre onde, pardon. Sachant que si vous avez une fente, donc un léger interstice, ou un obstacle, ça veut dire que tout est libre sauf un endroit, ok? Donc c'est bien complémentaire les deux. Il va se passer exactement la même chose si vous remplissez la condition que votre obstacle ou votre fente soit du même ordre de grandeur que la longueur d'onde de votre onde qui va soit franchir l'obstacle, soit franchir la fente que vous l'avez mise sur son trajet. Dans tous les cas, si vous voulez vraiment que ça marche, il faut retenir que l'ordre de grandeur de l'obstacle, de l'ouverture, ou de l'ouverture doit être au maximum 100 fois supérieur à la longueur d'onde, sinon ça ne marche pas. Du coup, il faut imaginer un petit peu comme quand vous voyez des films d'action à base de ninja ou de samouraï, etc. Où vous avez par exemple une goutte d'eau ou un fruit qui est lancé sur l'acteur en question, qui sort son sabre, il le coupe. Vous voyez bien que si le sabre est tenu de manière verticale, le fruit ou la goutte d'eau va être coupé verticalement et que les deux moitiés en fait vont se séparer latéralement en fait. Et bien c'est exactement pareil pour la lumière dès lors qu'elle rencontre un obstacle ou une fente, c'est que si la fente ou l'obstacle est placé de manière verticale, la figure de diffraction qui va en résulter, avec une tache centrale et plein de petites taches autour, va être horizontale, va être perpendiculaire en fait au plan de l'axe du coup de l'ouverture ou de l'obstacle. Le phénomène de diffraction ne va ni modifier la longueur d'onde, ni la fréquence de votre onde. Il est caractérisé par un écart angulaire, donc c'est le fait d'avoir séparé votre lumière par rapport à ce qu'elle était au début, qui est noté θ, et qui est appelé angle caractéristique de diffraction. Et dans le cas d'une onde progressive périodique, vous avez ce θ qui est égal à lambda divisé par alpha. Lambda c'est toujours la longueur d'onde, par contre alpha c'est la largeur de l'ouverture ou de l'obstacle. Ok ? Et vous avez du coup votre angle caractéristique qui en sort tout à fait normalement. Du coup, il va falloir aussi que je vous parle du phénomène de Huygens-Fresnel, qui est un phénomène du coup qui résulte des travaux de Christian Huygens, donc un néerlandais du XVIIe siècle, et d'Augustin Fresnel, qui est un français du XIXe, et qui sous sa forme moderne s'énonce de la manière suivante. C'est que si vous avez une onde qui est diffractée par une ouverture ou par un obstacle, eh bien, en fait, c'est la superposition d'ondelettes secondaires qui sont émises en chacun des points de l'ouverture ou de l'obstacle. Ok ? Dès que vous avez une diffraction, en fait, quand vous avez un laser qui passe par un cheveu, par exemple, et que vous avez une tache centrale, ovale, plein de taches secondaires, eh bien, en fait, c'est la superposition de toutes les ondes, ok, qui constituent votre onde primaire, et qui ont été émises par chacun des points de votre cheveu. Voilà, c'est ça, en fait, votre figure d'interférence. Et ces ondelettes, bien sûr, vu que vous avez à chaque fois en fait deux sources cohérentes, vu qu'elles sont situées au bord à chaque fois de votre cheveu, entre le point... En fait, c'est deux points qui sont vraiment perpendiculaires et dans l'axe de votre cheveu, qui correspondent du coup au bord droit de l'épaisseur et au bord gauche de l'épaisseur, ou à ce moment-là, au bord gauche de votre ouverture et au bord droit de votre ouverture, qui sont séparés du coup de l'ouverture. Eh bien, ça correspond à des sources qui sont cohérentes, et du coup, vous avez aussi chaque onde qui est émise par l'un ou par l'autre vont avoir la même fréquence, vont être synchrones et de déphasage identique. Alors, par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que ce principe-là de diffraction, la diffraction a une infinité de sources cohérentes, a été découverte et a été interprétée avant le phénomène d'interférence, à deux sources. Et cette modélisation, du coup, est tout à fait folle, parce qu'on a su d'abord déterminer et anticiper ce qui se passait à une infinité de sources, pour ensuite se ramener à un nombre fini. Je trouve ça vraiment assez incroyable.
Diffraction de Fraunhofer, donc c'est une autre type de diffraction qui est assez intéressante. C'est dans le cas en fait où vous écartez largement votre vos fentes, vos doubles fentes de l'écran où vous recevez votre figure d'interfrange ou votre figure de diffraction. Dans tous les cas, dès lors que vous avez ça, vous allez pouvoir poser que grand D est très très grand devant alpha. Et donc du coup, quand vous faites D par rapport à alpha, si vous faites D moins alpha ou D plus alpha, eh bien D plus alpha ou D moins alpha est environ égal à D. Ça c'est super intéressant. Et c'est ce qu'on appelle la diffraction de Fraunhofer, qui a été du coup mise en évidence par Joseph von Fraunhofer, un Allemand du coup du 18e il me semble. Un grand physicien allemand. Et du coup, on va observer la figure de diffraction à une grande distance par rapport aux dimensions de l'ouverture. C'est ce qu'on fait assez souvent maintenant, on se met toujours dans ces conditions-là. Qui va nous permettre, dans ce cas, d'avoir plein de rayons qui sont parallèles, parce qu'on va considérer la source comme à l'infini. Et puisqu'elle est à l'infini, qu'on va avoir des rayons qui vont avoir une différence d'angle inférieur à 15 degrés, donc un écart angulaire inférieur à 15 degrés, on va pouvoir utiliser la relation de trigonométrie qu'on a d'habitude, avec tangente θ qui est égale à L sur 2D. Mais cette fois-ci, vu qu'on est dans des petits angles, et tangente θ va être environ égale à θ, et on va pouvoir dire que l'angle caractéristique de diffraction va être exactement égal à la largeur de la tâche centrale divisée par 2 fois la distance entre la fente et l'écran. Souvenez-vous, 2 fois la distance, parce que vous avez une qui va partir à gauche, une qui va partir à droite. Voilà, j'espère que du coup j'ai été très clair. Par rapport au cours qu'on a fait au lycée, j'ai pas mis en ligne tout ce qui était interférence, interféromètre de Michelson, tout ça, le pouvoir de résolution, parce que ce n'est pas vraiment utile d'en parler en dehors du lycée. C'est la petite plus-value que je réserve du coup à mes élèves. Pour ceux qui ont été là, vous savez tout ce que j'ai dit, c'est-à-dire que il y a pas mal d'interférences qui sont utilisées dans le domaine de tous les jours, comme dans l'interférométrie, qui permet de mesurer des petites distances, des petits angles, des petits détails sur des choses qu'on verrait pas d'habitude. Et ce fameux interféromètre de Michelson, du coup, qui permet d'aller chercher des précisions de l'ordre du nanomètre, des calculs de distance très très petites. Et je m'arrêterai là, du coup. Je vous remercie de m'avoir suivi. Pour tous ceux qui veulent réviser, du coup, le contrôle qui est à la rentrée, ou tous ceux qui veulent réviser et qui ont accès au même livre que moi, donc du coup, c'est le livre Nathan, de Terminal Spécialité, édition 2020. Vous avez du coup les exercices que je vous mets à l'écran qui sont très très intéressants et que je corrigerai la prochaine fois, dont je mettrai les énoncés en même temps. Ce sont ceux-là, donc du coup vous avez le 13 et 15, page 428, à la page suivante vous avez le 18 aussi qui est intéressant. Le 29 et 31, page 432, et à partir de la page 433, vous avez du 35 à 39 qui sont très compliqués, mais qui vont vraiment traiter une large gamme d'exercices qu'on peut faire et qu'on peut poser soit en contrôle, soit en examen. Voilà. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sur les exercices portant sur ce cours, et d'ici là, essayez de vous porter bien et de bien réviser. Au revoir.